Bonjour à tous, eh bien voilà, c'est parti pour le ZCL News de ce 17 décembre. Nous sommes vendredi, c'est déjà le week-end pour certains, pas pour nous, puisque nous avons jusqu'à 14 heures. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler avec deux invités, nos deux premiers invités, Lydie Adeline, bonjour. Bonjour Monsieur Andronis, bonjour à tous. Et aussi Monsieur Patrick Nériné, qu'on connaît depuis longtemps, bonjour. Bonjour. De Noyau, et pourquoi? Parce qu'on va parler de Madame Adeline, le monde qui ne pas connaître, eh bien, que ça, qui m'a dit. Un peu plus tard, on va recevoir Sandy Kelly dans sa chronique habituelle, chronique S2M. C'est sa première chronique, on aura le plaisir de l'accueillir. On parlera après de l'eau en toute sauce, comme chaque vendredi, avec Jacques Davila, puisque Isma n'a pas pu être là, il est en conférence de presse. Isabelle Faye, notre chroniqueuse juriste, c'est quoi cette affaire, sera aussi avec nous vers 13h. Et Iman Soudan et Flosette Fourimont seront nos deux chroniqueuses de fin de partie, puisque Iman, on danse avec Iman tous les vendredis, et avec Flosette Fourimont, on fera le tour de l'actualité dans l'Amazone Caraïbe, comme on appelle. Sinon, aujourd'hui aussi, signature de contrat civique à Sainte-Anne, Michel était là-bas. On va voir le sujet tout à l'heure. Le sujet sur le prix de l'architecture. C'était hier au soir, le PAC exactement, ça s'appelle. On en parlera, journée des études avec les aînés, de Pierre-Louis. Sinon, il faut dire deux petits mots quand même sur une ambiance qui est un peu particulière en ce moment au CHU, puisque, semble-t-il, il y a eu des violences. On a reçu un communiqué des élus de la Guadeloupe qui se protestent contre ces violences. Nous avons appris que M. Dominique Théophile, sénateur, a été aussi l'objet de quelques violences, ainsi que le directeur du CHU. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Pourquoi ces deux premiers invités? C'est parce qu'on va parler d'une personne, une dame qui a marqué toute une époque dans les années 60-70, Madame Adeline. Tout le monde se souvient sur la place de la Victoire où se tenait le Sénat à l'époque. Madame Adeline était là, elle avait pied dans celui-là. Madame Adeline, c'était aussi l'époque où la Briscante, c'est bien ça? La Briscante, tout à fait. Oui, la Briscante, et aussi de l'entraide féminine aussi. Exactement. Et on dit qu'elle a beaucoup aidé Vélo à l'époque. Je dirais, il y a Vélo, mais il y a aussi toute une génération. Toute une génération. Tout à fait. Et on verra d'ailleurs dimanche tous ces anciens, enfin ceux qui sont toujours vivants, qui vont justement témoigner de ce qu'ils ont vécu et de comment ils ont vécu cette jeunesse. Alors, Madame, vous êtes la petite fille de Madame Adeline. Madame Adeline, je dis, c'est une mémoire de la Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre en tout cas. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre grand-mère aujourd'hui? Je dirais qu'elle avait un regard avant-gardiste. Oui. Que pour certains ont compris ou pas, ça c'est discutable, mais enfin en tout cas, ce que je retiens d'elle, c'est vraiment quelqu'un qui avait un esprit avant-gardiste. Oui. Elle avait une vision des choses que je pense que si au jour d'aujourd'hui elle était là, elle œuvrerait encore pour la culture guadeloupéenne. Oui. Alors si on prend par exemple l'entraide féminine, qu'est-ce que c'était à l'époque l'entraide féminine? Alors l'entraide féminine, au départ, c'était déjà s'entraider, donc aider les femmes, puisqu'à l'époque, c'est vrai que nous, au jour d'aujourd'hui, on voit les choses de façon très très simple, que tout est moderne, tout est fluide, je dirais, mais à l'époque, tout était un peu plus compliqué, contraint, et tout était segmenté. Il y avait déjà le problème au niveau des races, il y avait les blancs béquets, il y avait les mulâtres et les noirs. Donc tout était vraiment rangé, je dirais, dans des cases. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que ce qu'elle a fait à l'époque, on peut vraiment considérer ça comme un exploit. Je pense que Patrick... Effectivement, je me tourne vers Patrick Nériné, qui est membre de l'association Noyau, puisque c'est aussi les anciens qui étaient là. Alors, Patrick, quelle va être votre contribution à cet hommage à Madame Adeline? Disons qu'en fait, l'opération, c'est l'année Lélin. Ouais. Alors, il faut dire qu'il y a Lélin, parce que voilà. Donc, Lélin a joué, en fait, à l'époque, a commencé, en fait, chez Madame Adeline. Et c'est là que c'est intéressant. C'est un tambouillé. Voilà, c'est un tambouillé, pardon. Oui, absolument. Un tambouillé qui a été formé au départ par Sopta, et puis après Vélo, etc. Et qu'on arrive encore à confondre avec Vélo, ce qui est important aussi. C'est une question intéressante. Lélin a commencé chez Madame Adeline, et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est-à-dire que Madame Adeline donnait leur chance aux gens. Oui. Et
aujourd'hui, je pense qu'il est important en fait d'avoir ce genre de référent. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui arrivent, qui acceptent de donner leur chance aux gens, qui arrivent de composer avec les gens, puisque bon, au départ, bon, les gens n'étaient pas forcément des professionnels, je veux dire, bon, mais ils faisaient ce qu'ils pouvaient, etc. Bon, eh bien, elle leur a donné leur chance et apparemment, ça a donné quand même des carrières, quand même. Hein. Il y a eu pas mal de gens qui ont vraiment, qui ont explosé dans le monde. Et pas mal de Guadeloupéens qui avaient aucune. Bon, quand tu regardes par exemple Roro et Mano. Qui travaillaient au Tinette municipal. Bon, je veux dire que bon, quand on les voyait arriver, on changeait de trottoir. Ouais. Et Madame Adeline les a fait monter dans un avion, quand même dans les années 60. Je veux dire, quand même, monter dans un avion, c'était la classe. Oui, bien sûr. C'était la grande classe. Même dans les années 70, c'était encore la classe. Je veux dire, donc ils sont partis en France, en Europe, etc. Ils ont fait le Canada et tout ça. Je veux dire, bon, et puis même Roro, elle l'a marié d'ailleurs. Elle a marié Roro. Je veux dire, bon, il avait rencontré quelqu'un et c'est elle qui s'occupait des noces. Bon, elle s'est occupée de noces de centaines de gens. Elle a financé elle-même. Oui. Bon, elle a aidé pas mal de gens bon, au niveau des enterrements, etc. Donc, elle a un travail social qu'elle a fait. À l'époque, il n'y avait pas forcément de subvention. Il n'y avait pas de CECAS, tout ça à l'époque. Voilà. C'est là que voilà, absolument. C'est là que je veux arriver. C'est-à-dire qu'en fait, donc, elle a fait ce travail-là. Donc, on pense qu'en fait, quelque part, qu'elle mérite vraiment, en fait, mieux que l'image qu'on a donnée d'elle, qu'en fait. Oui. Et donc, il y a des gens qui sont à l'extérieur de la Briscante et il y a les gens qui sont à l'intérieur de la Briscante. Et donc, les gens qui sont à l'intérieur de la Briscante, il est temps maintenant que... Il faut que c'était que la Briscante parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Eh bien, absolument. Absolument. C'était une troupe folklorique qui allait promouvoir donc l'image de la Guadeloupe, des Antilles, à l'extérieur dans le monde entier. Oui. Et donc, c'est vrai qu'elle apportait donc cette touche de couleur qu'on ne retrouvait pas forcément dans l'Hexagone et ailleurs, et où elle a montré déjà à travers le cas ce qu'étaient que les Antilles. Et il faut savoir qu'à l'époque, le cas n'était pas exactement vu... ce que c'est aujourd'hui. Le gros tambour. Voilà, ce qu'on appelait le gros tambour à l'époque. Donc vraiment, elle a fait des exploits extraordinaires. Oui. C'est-à-dire qu'on pense que... Parce que comme en fait, elle a puisque bon, c'est M. Moulin qui avait dit qu'il était directeur des eaux et forêts, qui lui avait dit mais pourquoi vous faites pas du folklore? En fait, elle n'avait pas du tout ça dans la tête au départ. En fait, en 46, bon, c'est la départementalisation. Elle n'avait pas du tout ça dans la tête. Et puis elle se dit mais tiens, mais pourquoi pas? Donc en fait, voilà, c'est un défi. C'est une femme qui aimait les défis. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est là que c'est intéressant. Elle va chercher, et d'ailleurs nous avons le témoignage de Loulou Colomb, oui. Et le témoignage d'autres personnes aussi, elle va dans les communes chercher du tambour. Ça veut dire peut-être qu'il n'y avait pas de tambour à Pointe-à-Pitre. Ouais. Et donc s'il n'y avait pas de tambour à Pointe-à-Pitre, ça voudrait dire, je suis désolé, que c'est elle qui a introduit le tambour à Pointe-à-Pitre. Et donc, et après qui a fait voyager Vélo, puisque Vélo est en prison. C'est vrai. Bon. Vélo est en prison. Donc, je veux dire que, bon, elle l'a fait sortir de prison et à partir de ce moment-là, elle l'a fait voyager. Donc, ce qui fait qu'en fait, elle a créé quelque part le mythe de Vélo. C'était une femme d'influence. Voilà, c'est une femme d'influence. C'était une femme d'influence. Ah non, mais ça, vraiment, il paraît qu'elle a fait dégager un préfet. Tu es au courant de ça? Non. Tu rentres trop dans les détails. Tu rentres trop dans les détails, Patrick. Ah non, mais Patrick, c'est un passionné, c'est normal. Non, mais c'est important de le dire. Surtout en ce moment. Oui, parce que je savais pour Michel Chevry, je ne savais pas pour elle. Voilà. Et pourtant, elle n'avait pas la posture de Michel Chevry. Non, elle n'était pas politique. Elle n'était pas politique. Enfin, elle a fait de la politique. Elle a comme fait de la politique. Elle s'était présentée. Oh. Oui. Elle s'était présentée sur la liste de quelqu'un. Oui, sur la liste de Monsieur Dis. C'est faire de la politique. Oui, mais enfin, tu sais, tu te mets sur une liste parce que bon, tu rends service. Mais alors, Lydie, quel est l'héritage de Mme Adeline aujourd'hui? Je dirais déjà que c'est un héritage très très fort et très puissant et qui va au-delà de juste dire qu'elle s'appelle Madame Adeline. Oui. Ne serait-ce que déjà de ce qu'elle a laissé pour la Guadeloupe, puisque le carnaval a refait surface grâce à Madame Adeline, il faut quand même le dire, il faut le souligner, à travers son implication au niveau des établissements HLM, puisqu'elle est fondatrice aussi d'HLM. Donc, elle a plusieurs casquettes et plusieurs arcs à son édifice. Il y a une rue Madame Adeline à Pointe-à-Pitre. Il doit y en avoir une quelque part à Basse-Terre. Une rue Madame Adeline. Une rue, non, Est-ce qu'il n'y en a pas une à Basse-Terre? Non, mais ce serait une proposition à faire à Monsieur le maire. Enfin, je ne sais pas. Pourquoi pas? Ce serait très très bien, puisque c'est quelqu'un quand même qui mérite. Non, mais tu as carrément un boulevard, quand même, une avenue. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, on a la place de la Victoire, dans les alentours de la place de la
Victoire, je pense qu'on peut trouver quelque chose pour Madame Adeline. Parce que, quand même, le Sénat était devant sa maison, enfin pratiquement. Mais le Sénat, oui. Ouais, à l'époque, Absolument. C'était là. Mais il y a une chose que... musiciens qui venaient là. Absolument. Comme certains disaient, c'était la place où il fallait être, tout simplement. Le bar de Madame Adeline. À l'époque. Exactement. Le place to be. Et je tiens à préciser, parce qu'elle a parlé du carnaval, justement, c'est important parce que le carnaval, depuis en 1939, s'était arrêté, c'était la guerre. Ouais. Bon, et c'est Madame Adeline qui a relancé le carnaval en 1949. Oui. Bon, en 1974, c'est elle qui a le GDCF, ça s'est passé chez elle, avec Loulou Collant, bon, que je salue d'ailleurs. Peut-être que tu précises que c'est que le JDCM. Le GDCF, en fait, c'est le groupement du carnaval. Et des fêtes. Voilà, et des fêtes. Il précise pour ceux qui ne connaissent pas. Je vois ça. Et des fêtes, sans des fêtes. Hein. Oui, alors donc voilà, c'est pas des fêtistes. Donc voilà, bon, je veux dire qu'il y a tellement de choses à savoir sur Madame Adeline, et nous pensons en fait quelque part qu'il faudrait que les jeunes sachent. Il faut que les jeunes sachent. Il faut qu'ils aient des référents. On ne peut pas simplement avoir tout le temps des référents qui viennent d'ailleurs. Des référents qui, bon, aux États-Unis, en Afrique ou ailleurs, ou en France ou ailleurs. On le voit dans la société. Il faut en avoir quelques-uns. Il faut qu'ils s'impliquent aussi par rapport aux personnages locaux, en fait, puisque c'est vrai qu'on a toujours ces images de l'extérieur, des stars américaines, comme dit Patrick, mais on a quand même un vivier, comme on dit, la Guadeloupe, c'est terre de champion. On a nos personnages, il faut les reconnaître. Et on a nos personnes âgées. Oui. Alors, comment ça va se passer demain? Alors dimanche. Donc, alors, ça va démarrer donc avec une messe, puisque Madame Adeline était très pieuse, très catholique. Elle a beaucoup œuvré, comme expliquait Patrick, dans cette religion. Et donc, ça va commencer donc, à 9h à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Ensuite, pour ceux qui seront les plus courageux, nous irons donc au cimetière pour fleurir donc la tombe de cette grande dame. Comment? Elle a eu quel âge aujourd'hui? 144? Non, 114. 114. J'avoue, je n'ai pas calculé très vite. Et Vélo aurait eu 90 ans. Effectivement. Donc Vélo aurait eu 90 ans le 7 décembre, puisque nous avons fait Vélo pour ses 88 ans, le 8 et le 8, en fait, deux personnages, parce que le 8 ressemble à un personnage qu'on fait. Donc deux personnes collées, peut-être collées quelque part, et là c'est 90, puisqu'il est né en 31. Et donc, Madame Adeline est née en 1907 et est morte en 1977. Donc, 7. De toutes les façons, ils sont indissociables. Madame ils sont vraiment... Vélo et Madame Adeline sont indissociables. La messe ensuite. La messe, donc, et parallèlement, donc, pour ceux qui ne pourront pas donc, aller au cimetière, donc, comme je disais, vers 10h, on ira au cimetière. Parallèlement, donc, il y aura l'animation donc, sur le kiosque de la place de la Victoire. Sur le parvis aussi de l'église. Sur le parvis de l'église également, on aura une aide d'honneur. Enfin, on ne va pas tout dire, sinon on ne va pas tout dire, non. Il faut venir voir. On va faire quand même pas mal de petites choses qui vont donc marquer le coup. Et donc, il y aura donc des témoignages, danse folklorique. Il y aura donc le groupe Attica qui va donc faire donc cette interlude musicale à partir de 10h au niveau du kiosque de la place de la Victoire. L'association Adeline, la Briscante. Tout à fait. Il y a l'association Adeline existe toujours. Oui, toujours, oui. La Briscante aussi existe. Madame Bellerin, les sœurs Cadenet. Les sœurs Cadenet, il y en a une qui s'appelle Madame Bellerin, qui est son nom de femme. Il y a aussi les balisiers aussi qui doivent venir de Basse-Terre. Les balisiers. Il y a probablement Caribana qui doit être là. Il y a Ronnie Théophile des cuisinières. Enfin, on a un certain nombre de personnalités qui doivent venir. Voilà. Il y aura des forts témoignages puisque je pense que ça c'est l'essentiel. Parce que quand on entend le passif, l'engouement, la joie, parce que moi quand j'ai écouté tous ces témoignages, parce que je ne l'ai pas vécu, et c'est vrai que j'avais l'impression d'y être. Et il me disait, franchement, la jeunesse qu'on a eue avec Madame Adeline, on n'aurait jamais pu avoir ça. Partir au Canada, non, sans expérience surtout. Donc, c'est pas possible. Dernière question. Qu'est-ce qui a motivé cet hommage? Alors, nous avons été sollicités par Patrick de Noyau, ça fait déjà quelques années que nous faisons cet hommage. Alors, c'est vrai qu'on le faisait à minima. On a commencé depuis en 2007. Hein. Exactement. Il a eu le temps pour de les 30 voir... les 30 ans de la mort de Madame Adeline, on a fait 2007, 2015, 2018, 2 fois 2018, 2019, et là maintenant 2020. On a fait 2020 aussi l'année dernière pour Mardi Gras, et là on fait 2021. Donc on finit en apothéose, en fait, dans le cadre de l'année Lala, en hommage à Madame Adeline. Bien. Merci d'être venu nous dire tout ça et puis on espère que le public suivra. De toute façon, le public a suivi en tout cas à sa mort. En tout cas, il y a eu du monde. C'était tout Welbo. Hein. C'était vraiment, il y a eu du monde, mais vraiment. Ouais, voilà, c'est inimaginable. Le cimetière même, un truc de. Tu vois, et les 2 rangées de fleurs, de gerbes et tout ça. Mais 2 rangées, mais sur plusieurs centaines de mètres, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. C'était vraiment. On a le France-Antilles, on a retrouvé le France-Antilles, tout ça. Même le préfet avait fait d'ailleurs sur le France-Antilles un message en l'honneur de Madame Adeline. Pas celui qu'elle avait viré, non?
Non. Voilà, Faut pas 13h53. retenir ça. On revient à l'actu. Signature de contrat civique, c'était hier à Sainte-Anne. Michel le pape était là-bas. OK. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Pour moi, ça représente, je vais enlever, un objectif de venir parce que ça fait un bout de temps que je suis à la recherche d'un emploi et financièrement, c'est assez difficile à la maison. Donc, ce service civique va m'aider à mettre un peu d'argent de côté pour aider à la maison et pour que je puisse avancer dans mes démarches administratives pour plus tard. Et aussi pouvoir me permettre de financer un petit peu mon permis parce que je n'ai pas encore le permis. Je suis véhiculé qu'avec un vélo. Et c'est pas toujours facile de trouver un travail à côté, sachant que tous les boulots qui se trouvent vers les Moules, Pointe-à-Pitre et loin Morne-à-l'eau en fait de chez moi. Du coup, le trajet en bus, ça fera plus cher que ce que je vais gagner. Surtout que je dois me déplacer tous les jours, le réveil le matin à 5h et tout. Ça n'a pas été évident pour moi. Le plus souvent, je suis à la maison en train de regarder, chercher toutes les feuilles d'emploi, tout ce que je peux trouver. Et c'est après que j'ai entendu parler du service civique qui s'ouvrait à Sainte-Anne, via les proches, via le net, via la mission locale. Et j'ai commencé à m'inscrire. Et j'ai beaucoup espéré aussi du service civique. La 6e année, hein, parce que ça fait déjà 120 jeunes que nous avons accompagnés en service civique. Donc ça fait 5 ans. Important d'autant plus que, comme je leur ai dit, j'ai transmis le message d'avoir ce grand rêve de pouvoir travailler. Ils ont droit au travail, ils ont droit au bonheur. Les jeunes ont droit à fonder un foyer, mais pour cela, il faut avoir un travail. Alors bien évidemment, durant ces 8 mois, on va les accompagner, on va les encadrer, et c'est pour leur permettre effectivement d'accomplir effectivement leur mission, mais aussi de réaliser l'ambition qu'ils ont. Nous savons tous que dans cette crise sociale, et je l'ai très bien vu sur les barrages, j'en ai discuté avec tout un chacun, les jeunes ont besoin de travail. Et d'ailleurs, soit dit en passant, effectivement, j'ai beaucoup parlé de plan jeunesse lors de mes premières interventions. On constate qu'il y a cette volonté du gouvernement qui est un plan jeunesse pas aux communes. Nous allons amplifier. Mais ici, à Sainte-Anne, on a toujours accompagné les jeunes dans la mesure de nos possibilités, notamment avec les permis pour l'emploi, notamment dans la prévention de la délinquance. Et donc, par conséquent, pour nous, cette signature, elle était symbolique parce c'est un engagement. Et comme je leur ai dit, il faut respecter les différents principes, effectivement, qu'ils auront dans le cadre de leur mission. Il y a 12h56, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour parler juridique, pour parler aussi bon plan, puisqu'on aura notre première chronique S2M, mais c'est tout à l'heure après la pub. Voilà, il est déjà 13h05. On va recevoir dans un instant notre juriste du vendredi. Je vais parler d'Isabelle Faye. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. C'est la période de Noël, il y a beaucoup de gens qui sont sans salaire. Exactement. Pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là, on va en parler dans un instant, par rapport aux salariés, mais aussi par rapport aux employeurs. Exactement. Quelles sont les dispositions qui sont prises dans ces cas-là. On revient à l'actualité. C'était hier la remise du prix de l'architecture, et c'est Maxime Morel qui était sur place. Le prix de l'architecture de Guadeloupe 2020, qui a été initié il y a maintenant 2 ans, permet d'offrir aux Guadeloupéens une photographie de l'architecture de ces 10 dernières années, de l'architecture guadeloupéenne, et permet également de mettre en lumière la qualité architecturale des architectes guadeloupéens. Notre histoire, elle est inscrite dans cette architecture et elle est inscrite dans nos paysages. Et du coup, c'est aussi ce qu'on peut explorer, qu'est-ce qui passe dans notre mémoire, dans nos traditions, et qu'est-ce qui ressurgit en fait dans la création contemporaine. Et je crois que toutes ces réflexions-là en fait vont être portées par tous les architectes qui vont déambuler dans le MAC pendant 2 mois, discuter, échanger autour d'une programmation que va nous proposer la MAG. L'architecture, c'est un peu le porteur du patrimoine et de l'histoire d'un pays. Et donc, on va pouvoir lire à travers cette exposition un petit peu la trace de l'histoire dans le travail des architectes guadeloupéens d'aujourd'hui. La Guadeloupe est riche en architecture, oui, elle est riche en architecture et c'est ce que l'exposition démontre aussi à travers ces 60 projets. C'est la création justement notamment de ces 10 dernières années, d'avoir un nouveau regard. On a
des personnes qui travaillent justement sur le montage de l'exposition qui sont passées ce matin et qui étaient étonnées, qui disaient ah mais où est ce bâtiment, où est-ce que c'est pas en Guadeloupe? Si c'est en Guadeloupe, et ça permet du coup justement aux visiteurs de redécouvrir avec un autre regard l'architecture qui les entoure et de voir que ça rentre dans un projet plus global aussi de repenser l'habitat de demain. On a un bel exemple d'architecture avec le MAC. Alors, je vous l'ai dit, on va parler un petit peu détente, puisqu'on a une nouvelle chronique qui a démarré aujourd'hui avec une nouvelle chroniqueuse, elle s'appelle Sandy Kelly. On regarde tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous, et bien voilà, c'est une nouvelle aventure qui débute avec Sandy qui vous présentera sa chronique le jeudi, 2 fois par mois, dans le ZCL News, ce sera vers 13h30. C'est parti, générique. Sandy, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. C'est Sandy pour la rubrique S2M, Sandy Média Mag. Et je suis très heureuse, Danick, que tu m'aies sollicité afin de présenter cette toute nouvelle chronique. Ben écoute, on est bien content aussi de te recevoir aux ZCL News et ça apparaît quelque chose de lourd de partager cette chronique avec toi, ça va être intéressant. Oui, ce sera un mélange d'Annick, d'actualité et de divertissement. C'est vraiment un plaisir à partager. Je crois qu'une explosion de pixels, d'informations positives et de bons plans donneront tout son sens à cette toute nouvelle chronique que je kiffe déjà, Danick. Ben écoute, on est content et on va savoir un peu quelles vont être les chroniques, les rubriques de cette nouvelle chronique. On te donne la parole. Tout de suite, c'est parti. Ensemble, Danick, nous parlerons de médias, d'événementiels, de bons plans, d'actu, du showbiz et également de beauté, Danick. Et on y va, on va commencer par les bons plans. Danick, connais-tu le plaisir à Pointe-Noire? Malheureusement, non. Je vais le découvrir grâce à toi, j'imagine. Comme son nom l'indique, Danick, c'est un lieu où on prend du plaisir. Alors, au plaisir, on a la possibilité de déguster de très bons cocktails, également de déguster de très bons plats locaux à côté de la rivière. Et le plaisir reçoit très régulièrement, Danick, des artistes connus, reconnus. Et d'ailleurs, ce week-end, je te dis que tu as raté quelque chose, parce que ce week-end, moi, j'ai assisté au concert de Monsieur Sadiq en acoustique, Danick, avec Claudie... Théo même. Avec Claudie Durizo et Karim Verger. C'était vraiment un très bel événement. Et voilà, donc le plaisir se situe pour t'y rendre. Justement, parce qu'on n'est pas, il faut bien me dire où ça... c'est route de Lillet à Pointe-Noire, Danick. Donc ramène ton maillot. Parce que tu as la possibilité d'aller de prendre un bain à la rivière Caillou. Voilà. Ça donne vraiment envie de ça découvrir le lieu. Enfin, ça s'appelle plaisir, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, je t'ai dit, tu prends du plaisir. Ça vaut vraiment le détour. Et puis, tu peux y aller le week-end en famille, entre amis, en couple. Ou tout seul aussi, ou pas tout seul aussi. Oui, d'accord. Bon, c'est entendu, j'ai entendu, j'ai compris. Alors, est-ce qu'il y a un autre bon plan, Sandy? Oui. Restons dans le même secteur, Danick. Moi, j'ai eu l'opportunité de découvrir le très bel institut Just Beauty by Katia. Voilà, donc au-delà du fait que cet institut propose de très belles prestations, c'est vraiment le concept du nocturne qui m'a plu. Donc, pour les personnes qui ont un emploi du temps comme toi, Danick, comme moi-même, qui ont un emploi du temps chronophage. Ça, c'est clair. On a quand même la possibilité, grâce à Just Beauty, de planifier nos rendez-vous de 13h à 21h, Danick. C'est tous les jours? C'est le vendredi. Le vendredi, comme aujourd'hui, alors, comme aujourd'hui, nous payons. D'accord, ok. Donc voilà. En quoi c'est intéressant? Dis-moi un peu. C'est ça, c'est le concept. Je te dis, quand tu as un emploi du temps chronophage, tu n'as pas le temps en journée de te rendre en institut.
Tu appelles Katia, c'est la charmante gérante qui est esthéticienne, une jeune gérante, également socio-esthéticienne. Donc, tu seras accueillie dans un cadre cosy. Danick, regarde-moi ces belles photos. Voilà, un cadre chic, cosy. Vraiment très bel accueil dans cet institut Just Beauty. D'accord, ok. Bon, ben c'est bon. Voilà. C'est noté pour ce deuxième bon plan. Bon, alors, question média. Alors, question média. Donc, dernièrement, Ludivine Edmond, Danick, nous a représenté la Miss Guadeloupe 2021. Nous a présenté à l'élection de Miss France. La semaine dernière. La semaine dernière, plus ou moins le 11 décembre dernier. Malheureusement, la Guadeloupe n'a pas remporté la couronne cette année, mais nous pouvons saluer le très beau parcours de Ludivine, Ludivine Edmond, et je vais souligner d'ailleurs son altruisme et sa détermination. Tout à fait. Tu sais que je l'ai reçu ici. C'est vrai? Oui. Elle a été sympathique. Charmante. Ouais, bon. De toute façon, on ne peut pas être Miss France chaque année. Voilà. Et aussi, permets-moi de te parler de Clémence Bottineau. Alors là, vraiment, mais quelle fierté. Quelle fierté. C'est vraiment une jeune femme exceptionnelle. On salue son parcours qui était vraiment exceptionnel. Elle n'a pas démérité, puisqu'elle a été classée dans le top 10, Clémence Bottineau. Et pour ceux qui la suivent sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, comme moi-même, nous avons pu apprécier l'évolution de cette femme, de cette jeune femme qui a gagné en assurance, en maturité. Et moi, Danick, je souligne vraiment son humilité. Bon, voilà. Écoute, on le fait un petit Alors, merci à Clémence et merci à j'imagine, je ne sais pas si tu le sais, il y a le Miss World ce week-end aussi. Hein. Ah oui, je serai connectée. Moi, tout ce qui est Miss Beauté, on est branchés, oui. Sinon, dans ta rubrique événementielle, tu pourrais faire un focus sur quoi? Alors, il faut savoir, Danick, qu'actuellement, plusieurs de nos artistes locaux se produisent à Paris, au Théâtre Le Zèbre. Voilà. Donc, on a eu dernièrement le grand Jean-Philippe Fanfan qui s'est produit. Voilà. Et là, en ce moment, nous avons plusieurs concerts live avec Lissy Naïjean et Nestlé qui se produisent ensemble pour la première fois à Paris. Donc, c'est au Théâtre Le Zèbre. Il reste encore quelques dates. Pour ceux qui sont sur Paris, vous pouvez y aller. C'est vraiment un événement à ne pas rater. Je te signale qu'on ouvre à Paris en ce moment. Oui, le ZCL est transmis directement. On appelle Caraïbes et on y va. Mais moi, j'ai retenu vraiment, c'est mon actu, c'est le concert de Matthew Wright le 19 décembre prochain, Danick. Alors vraiment, Matthew Wright, selon ce qu'il a annoncé, en tout cas sur son Instagram, réserve de très belles surprises. Donc, il y aura lieu ce concert samedi. Donc, ouverture des portes à 18h. Donc, le concert aura lieu à la Casart, à Ben. C'est tout près, c'est pas loin d'ici. C'est pas loin. Oui. C'est pas un Pointe-Noire cette fois-ci. Non. C'est ça, du Mao. C'est ça. Donc, événement à ne pas rater, Danick, Matthew Wright. Voilà. On sent que ça va être du lourd. Ça va être du lourd ce week-end. On verra ça. Sinon, tu as encore un petit actu? Alors, c'est tout pour le week-end, là. Ça va être déjà assez... c'est pas mal, oui. Et au niveau du showbiz, de l'artistique, quelque chose d'autre? Alors, au niveau du showbiz, je te parlerai d'Izzy Kenenga. Voilà, et là, je ne te parlerai pas de concert ou de clip. Comment, il ne chante plus? Non, il chante, mais bien d'éditions littéraires. Donc, très belle surprise. Il a sorti 2 créations pour la jeunesse, de 0 à 6 ans. Donc, ses ouvrages parlent de Noël. Donc, de Noël dans la Caraïbe. Mais ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est une très belle idée cadeau, d'ailleurs, pour les petits. Donc, vraiment, très, très belle surprise d'Izzy Kenenga qui a créé et illustré lui-même ses ouvrages, voilà, qui sont illustrés en créole en 3 langues, créole, français et anglais. Parfait. Okay, bien. Et un petit avant-goût pour les prochaines éditions, puisqu'on est pratiquement arrivé à la fin de ce premier S2M. On va l'appeler comme ça, S2M, ou qu'est-ce qu'on dira, Sandy Media Mag ou S2M? Il faut mettre le truc, Danick. S2M, Sandy Media Mag, et retenez bien ce nom. C'était vraiment un avant-goût. Ensemble, on va partager de très bons moments. Je vous réserve de très, très belles surprises, Danick. Nous aurons également des visites sur le plateau. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram S2M, abonnez-vous. Et d'ailleurs, on pourra retrouver toutes ces infos sur la page Instagram. Merci Sandy pour ce premier numéro et puis à très bientôt. Merci à vous. Joyeux Noël déjà, quand même. Oui, mais on va se revoir, Danick. On va se revoir. Donc merci à tous, mes étoiles, comme je dis. On se revoit à très, très bientôt et je vous dis, n'oubliez pas de briller. C'est bon. Parfait.
Voilà, il est exactement 13h16 déjà. Et on va parler juridique. On est prêt? C'est bon? Oui? Bien voilà, on reçoit comme chaque vendredi nos chroniqueurs. D'abord, je profite pour saluer Jacques. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à toutes et à tous. Maître. Bonjour. Je te présente Isabelle Faye, qui est juriste et qui s'occupe de la fameuse loi du 5 août 2021. Vous voyez comment on peut se tromper? Parce que dernièrement, j'ai vu justement sur cette chaîne une dame, Isabelle Faye. C'est moi. Je vous trouve différente aujourd'hui. Oui. Il y a sûrement une différence notable. Voilà. Bonjour Isabelle. Bonjour Danick. Alors, je disais tout à l'heure que, Isabelle, il y a des gens qui ont été, à cause de cette loi du 5 août, qui se trouvent en ce moment sans salaire. Oui. Puisqu'il y a un certain nombre de soignants qui n'ont pas été vaccinés et qui ont été, de ce cas, démis provisoirement de l'ordre. Alors, justement, je voulais une petite précision. Ces gens qui sont tombés sous le coup de la loi, qu'est-ce qui se passe en ce moment concrètement pour eux? Mais finalement, on est arrivé au stade où l'ensemble des salariés pour lesquels on a appliqué la loi du 5 août 2021 sont suspendus de leurs fonctions. Et je tiens donc ici à rappeler la loi, puisque c'est aujourd'hui ce qui est important, c'est d'interpréter ce texte. Oui. D'interpréter ce texte, et il y a dans l'interprétation de ce texte, je souhaite aujourd'hui qu'on se tourne vers un alinéa de la loi, de l'article 1er de cette loi, qui précise que l'employeur, après avoir suspendu le salarié, oui, et au bout de 3 jours, doit donc le convoquer aux fins de déterminer avec lui les moyens de régulariser sa situation. Et ces moyens de régulariser la situation du salarié, le moyen de régulariser doit se faire lors de cet entretien. Donc la phrase, elle est très claire. L'employeur convoque le salarié en entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation. Et c'est là qu'on va se rendre compte que dans la pratique, l'employeur ne respecte pas forcément cette alinéa. Les modalités de la loi. Et oui, parce qu'on dit les moyens de régulariser. Oui. Ça veut dire que l'employeur doit mettre en œuvre un ensemble d'éléments pour permettre de régulariser la situation. Alors, et de ne pas se réintégrer ou alors en tout cas, oui, ça pourrait aussi, et bien entendu, se faire par le biais de la réintégration du salarié ou d'aménager les fonctions du salarié pour éviter qu'il soit en contact des personnes dites vulnérables. Oui. Parce que c'est là, l'employeur finalement et le salarié sont maintenus dans cette relation contractuelle. Le contrat, il continue à s'exécuter. Il est suspendu, mais cette relation contractuelle est bel et bien existante. Elle existe encore. Et en droit, on a une distinction entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Je vais chez mon médecin. Une obligation de moyens pèse sur mon médecin. Oui. Il doit tout mettre en œuvre pour me guérir. Oui. Il doit mettre tous les moyens en œuvre pour me guérir. Ici, aujourd'hui, l'employeur a une obligation de moyens. Ça veut dire qu'il ne doit pas se contenter, pour régulariser la situation de son salarié, de dire « est-ce que vous avez le schéma vaccinal complet ?» Il doit rechercher, dans le cadre de l'application de ce texte, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le législateur qui a entendu régler cette situation de cette manière en rédigeant le texte de cette façon. Il faut que l'employeur recherche tous les moyens pour régulariser la situation. Ça peut être parce que appliquer le texte en précisant à son salarié qu'il ne doit pas être en contact des personnes vulnérables, ça peut être une réintégration, ça peut passer par toutes sortes de moyens. On ne peut pas se limiter à un seul moyen. Pourquoi je vous parle de cette obligation de moyens? Parce que dans la pratique aujourd'hui, on se rend compte que les employeurs, ils se défilent. Ils n'appliquent pas le texte dans son intégralité, puisqu'on a des courriers dans lesquels les employeurs précisent aux salariés, lors de notre entretien, oui, suite à la suspension, lors de notre entretien, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu de quelle manière régulariser votre situation, mais le seul moyen qui est mis en avant, c'est la présentation d'un schéma vaccinal complet. D'accord. Donc le texte n'est pas appliqué dans son intégralité, ou il est mal appliqué. Et donc aux salariés aujourd'hui, de mettre en avant... Est-ce que les salariés sont au courant de cette disposition, de ce dispositif même? Après, c'est vrai que
c'est dans les recherches que moi, je me suis rendu compte, parce que le terme, il est très important. Oui. On m'aurait dit le moyen, j'aurais compris qu'effectivement, le seul moyen, c'est pour régulariser la situation du salarié, ne peut s'appliquer que par la présentation d'un schéma vaccinal complet. On me dit les moyens. Donc, employeur aujourd'hui, prenons en compte cet élément, cette phrase qui est très essentielle. On n'a pas dit le moyen, on a dit les moyens. C'est à l'employeur de mettre en œuvre cette obligation de moyens qui pèse sur lui actuellement et dont il est débiteur. Il est débiteur de cette obligation de moyens vis-à-vis de son salarié, de trouver des solutions pour réintégrer les salariés et de régulariser la situation des salariés. Alors, régulariser, c'est quoi exactement? Régulariser? Comment interpréter ce terme, régulariser? Régulariser, c'est trouver des solutions pour éviter les suspensions. Puisque là, le salarié, il est suspendu. Oui. Régulariser, ça permettrait donc qu'il revienne dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, donc qu'il reprenne son activité salariale et que ce lien contractuel puisse s'exécuter normalement. Oui. Oui. Oui, Jacques. Oui, cela pourrait être aussi une reconversion ou une amodiation de la nature du contrat. Ça peut passer par toutes sortes de moyens, mais en fait, finalement... C'est-à-dire, entre l'alpha et l'oméga, il y a une foultitude, si je peux me permettre ce néologisme, de solutions possibles si les parties sont d'accord et en conviennent entre elles. Exactement. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on demande aujourd'hui officiellement aux employeurs, c'est de prendre la situation de chaque salarié au cas par cas. Et non, pas beaucoup de salariés. Je veux dire, on peut aujourd'hui adapter cette loi et surtout que le législateur, finalement, il est malin parce que le législateur... Il a écrit son texte, mais aujourd'hui, c'est à nous de l'interpréter. Quand le législateur et de l'appliquer. Quand le législateur dit à l'employeur les moyens, il laisse finalement à la charge de cet employeur, c'est lui qui détient la solution. C'est l'employeur. Et finalement, pourquoi c'est l'employeur? C'est logique. La relation contractuelle est entre deux personnes, salarié et employeur. Ce sont les seuls aujourd'hui qui sont concernés par l'application de ces textes et l'employeur par l'aspect de régulariser la situation de son salarié. Donc à l'employeur aujourd'hui de prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions pour son entreprise, ce n'est pas de suspendre ad vitam aeternam un salarié, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires. Je répète, le texte, il est clair. L'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens. Donc aujourd'hui, l'employeur qui envoie des courriers en disant « Nous avons eu un entretien dans lequel on a regardé avec vous, est-ce que vous aviez les justificatifs requis donc la présentation d'un texte vaccinal complet, cet employeur ne respecte pas les dispositions légales appliquées et qui doivent être appliquées dans le cadre de la loi du 5 août 2021. Donc en fait, la loi n'est pas vraiment appliquée. Enfin, elle est appliquée de seul point de vue. En tout cas, elle est appliquée, mais elle est mal appliquée ou elle est mal comprise. Elle est mal comprise. Oui, parce surtout très mal interprété. Très mal interprété. Très mal interprété. Et il y a une autre question qui revient assez souvent, parce que finalement, nous, dans la pratique, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne faut pas appliquer la loi. Je dis simplement, quand la loi est appliquée, on a ensuite ces suspensions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à nous de trouver les solutions, finalement. On les trouve que dans l'interprétation du texte. On ne peut pas voir ailleurs que de regarder ce texte et de le décortiquer, de l'appliquer. Et la possibilité de réintégrer le salarié peut aussi exister? Ça peut exister, mais regardez, et puis finalement, il y a des employeurs aujourd'hui qui réintègrent, et il y en a qui refusent, ils vont très loin, et certaines collectivités. Oui. Je salue ici monsieur Éric Jalton, qui a quand même pris une décision qui, pour moi, est honorable. Et certains employés qui appliquent la loi, qui réintègrent. On me dit, oui, dans le cas de la réintégration de ces salariés ou du refus d'appliquer la loi, l'employeur peut voir sa responsabilité engagée. Je rappelle ici qu'en droit de la responsabilité civile, pour qu'on puisse engager la responsabilité d'une personne, il faut un fait générateur. Il faut un fait générateur, donc un préjudice et un lien de causalité entre ces deux notions. Préjudice, donc fait générateur. Comment est-ce qu'on pourra trouver un lien de causalité? Puisqu'aujourd'hui, les personnes vaccinées, dans le cadre de l'exercice peuvent continuer à exercer leurs fonctions et finalement peuvent aussi contaminer. Comment est-ce qu'on pourra déterminer si c'est la personne vaccinée qui a transmis le virus, si c'est la personne qui ne l'est pas qui l'a transmis, et comment pouvoir justement établir ce lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice? Voilà une grande question à se poser. Comment on peut engager la responsabilité de l'employeur? On ne sait pas qui a contaminé. Puisque les personnes qui sont vaccinées aujourd'hui, on le sait,
peuvent elles aussi transmettre le virus. Parce qu'il y a un autre cas, des personnes qui étaient en congé et qui ont été quand même suspendues. Alors, il y a des personnes qui ont été... En congé de maladie et qui ont été suspendues. Qui ont été suspendues. Et là, de manière générale, le tribunal administratif a suspendu ce type, a rejeté ce type de suspension. Il y a ça, il y a le fait aujourd'hui qu'il y ait des salariés qui sont confrontés à ces suspensions et qui ne sont pas en contact de personnes dites vulnérables. Si aujourd'hui, la loi du 5 août 2021 a été promulguée dans le seul dessein de limiter la propagation du virus et d'éviter que les personnes vulnérables puissent être en contact de personnes qui sont susceptibles de les rendre, de transmettre le virus, il faut quand même reconnaître que dans le cadre de l'application de cette loi, il y a des personnes qui travaillent dans des bureaux tout seuls, mais qui sont confrontés à cette loi alors qu'ils ne sont pas en contact de personnes dites vulnérables. Oui. Et au niveau même de l'ARS, et au niveau d'institutions telles que autre chose. Dans l'éducation nationale. Voilà des infirmières, des psychologues qui sont aujourd'hui suspendus. Enfin, pas encore, mais peut-être ça ne serait tardé. En tout cas, ils ont reçu des courriers. Ces personnes, vous allez voir si là, il n'y a pas une discrimination. Et je m'adresse peut-être aujourd'hui à la rectrice. S'il n'y a pas une discrimination dans le cadre de l'application de cette loi au personnel de l'éducation nationale, oui, il y a une discrimination. Parce que, pourquoi est-ce que les infirmières seraient plus en contact de personnes vulnérables dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, notamment des élèves et les professeurs et les CPE? Et toutes ces personnes à qui on n'applique pas cette loi aujourd'hui, mais qui, elles, sont réellement en contact de personnes vulnérables. Un psychologue n'est pas en contact régulier d'élèves. Une infirmière n'est pas en contact de manière régulière d'élèves. Non. Et pourquoi cette discrimination dans le cadre de l'application de cette loi au personnel de l'éducation nationale? Non, on ne peut pas établir une telle inégalité entre les personnels, entre les salariés, dans le cadre de l'application d'une loi qui aujourd'hui trouve ses limites au niveau de l'application des dispositions qui y figurent. La loi a des limites. Une loi, effectivement, qui est établie, en tout cas qui a été promulguée, parce que, voilà, dans le cas d'une urgence, ça ne peut n'apporter que ce type de difficultés qui sont réels. On n'est pas en train de le dire juste pour dénoncer, on le dit parce que dans la pratique, on s'en aperçoit. Bien. Ben voilà, la semaine prochaine, on verra quoi? La semaine prochaine, on verra d'autres carences, parce que on est obligé aujourd'hui de faire... Déplucher le texte. Déplucher, mais surtout d'apporter aussi d'autres informations. Parce que les informations, et d'autres réponses finalement, parce qu'on a des informations aujourd'hui qui sont concrètes, puisqu'on a des personnes qui quand même se plaignent d'un certain nombre de conditions liées à l'exercice, à l'application de cette loi, à ces suspensions. C'est à nous aujourd'hui aussi de faire entendre raison et qu'on aille tous dans le bon sens. Je l'ai dit la dernière fois, je pense que la meilleure façon de régler ce problème, c'est par la discussion. Comment est-ce qu'un contrat aujourd'hui peut s'appliquer entre salariés et employeurs et qu'aucune discussion ne puisse se mettre en place pour éviter ces suspensions, régulariser la situation par tous les moyens des salariés? Merci Isabelle. Il est 13h30, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Jacques Davila. Ce sera de l'eau en toute sauce. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h36. On va recevoir successivement, puisque vendredi, c'est le jour des chroniques, Jacques. Ensuite, on va recevoir Iman qui viendra tout à l'heure danser avec nous. Et on va terminer avec Madame Francette Florimont. Alors, Jacques, j'ai reçu cette semaine, tu as dû le voir, le président du SMO pour aller vite. Et visiblement, il a une politique, il n'a pas de moyens. Non, effectivement, il manque énormément de moyens dans la mesure où, il faut rappeler, quand il avait été préfiguré cette loi qui a été votée par le Parlement, c'est-à-dire les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, puis retour par le Parlement, donc conforté par tout le monde, validé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État pour relever s'il y avait une irrégularité ou un manquement. Bon, tout le monde était d'accord. Mais il était convenu que pour pouvoir constituer ce SMO qui s'appelle le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe, mais qui gère aussi en sus, même si ce n'est pas dans le sigle, les eaux pluviales et les eaux
d'incendie. Nous avons un grand problème sur les eaux d'incendie dont on ne parle jamais, mais parce qu'on utilise de l'eau potable pour éteindre les incendies. Tout comme il faut savoir, à la Guadeloupe, on est en train de se pencher sur le problème, on utilise de l'eau potable pour arroser des bananeraies, pour des questions de contrats, alors qu'on manque d'eau. Bref, et il était les prérequis, c'est-à-dire l'acquisition des conditions sine qua non pour y arriver, à ce que l'État participe à certaines choses. Donc les préalables étaient qu'il fallait mettre un encadrement de qualité dans cette espèce de pseudo-fusion, parce que ce n'est pas une fusion réelle, il faut le savoir, car on a regroupé des régies plus ou moins ou très mal gérées en envoyant les actifs, mais en n'envoyant pas les passifs. Parce qu'une fusion, vous prenez l'actif et le passif, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Oui. Là, on a enlevé tout ce qui est mauvais. On les a malheureusement mis dans les communautés d'agglos qui sont composées des mairies. Et ces communautés d'agglos, ce sont elles-mêmes qui sont les administrateurs, plus le département et la région, de ce nouveau SMGAG. Donc, on ne peut pas reprendre les mêmes et recommencer, leur demander de faire un miracle. Je rappelle, je ne cesse de le dire sur ce plateau, le gouverneur général Eboué disait toujours, baptiser un âne sans faire un âne baptisé, en bouchette baptisé, c'est toujours en bouchette. Donc, nous n'aurons pas de miracle. Ouais. Donc, il s'avère qu'après 3 mois d'existence, 3 mois et demi, ce n'est que maintenant que l'on commence à satisfaire à un des prérequis qui est la mise en installation. Donc, il faut choisir des cadres, un directeur général des services, un directeur général adjoint, un directeur technique, un directeur financier, un directeur des ressources humaines. Et surtout, ce qui manque, il faudra rajouter, c'est ce qu'on appelle un déontologue. Un déontologue, c'est un monsieur qui rappelle la loi et la morale, un excellent juriste, pratique, parce qu'on a transféré des gens de chaque régie qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et qui avaient des habitudes délétères, des habitudes désagréables dont tout le monde se plaignait. Les usagers étaient très mal accueillis dans les agences, dans les caisses, se faisaient insulter. Moi, il m'a été témoin, des gens ne savaient pas qui j'étais, ne me connaissaient pas, d'être témoin de scènes où j'ai vu des agents dire à une pauvre malheureuse, handicapée dessus ou quoi, en cet on va payer Canal 10. Non, on ne s'adresse pas comme ça à un usager parce qu'il est partie prenante et prégnante. Et ce nouvel SMO doit conduire à faire la reconquête de la confiance des usagers parce qu'il nous faudra équilibrer les comptes. Parce qu'il faut savoir qu'on prend le SIAG, par exemple, qui est dans une fausse liquidation. Ce n'est que la continuation de l'exploitation, où on exploite les actifs, c'est-à-dire les réseaux qu'on est en train de remettre en état, tant bien que mal, avec le manque de moyens, c'est-à-dire que c'est l'État, la région et le département qui financent les recherches de fuite. Ce n'est pas le SMO. Le SMO n'a pas les moyens parce que ce n'est pas encore cela. Et sa commission de surveillance est à l'image du SMO. C'est hétéroclite, c'est hétérogène, mais cela ne veut pas dire que nous devons baisser les bras. Ça veut dire qu'il faut retrousser les manches, travailler plus et mieux et mettre des gens compétents. Et j'espère que la commission qui a été choisie aura la compétence pour choisir les meilleurs d'entre nous. Parce qu'effectivement, je puis dire qu'il y a de la qualité qui s'est positionnée sur ces postes à pourvoir. Parce qu'il y a une autre question sur laquelle je voulais revenir, rebondir, c'est le financement qui a été prévu par l'État. On se souvient quand le Coronu était venu il y a 2 ans. Est-ce que ce fameux financement de 400 millions, quel va être son statut réel? Le financement, il est là. Le financement est même beaucoup plus élevé que l'on ne croit, parce qu'il faut rajouter l'assainissement, il faut rajouter les EVCI, il faut rajouter un financement complémentaire dont ils ont demandé l'État. Ils ont demandé à l'État de bien vouloir le leur avancer. Mais ça pose un problème très particulier. C'est ce qu'on appelle le PAP numéro 2, qui est le plan d'action prioritaire numéro 2, où la région avait voté 170 millions à son budget 2021. Et quand ils ont fait les demandes, ils ont mis la charrue avant les bœufs une fois de plus, ils ont fait les demandes, on s'est retrouvé avec 580 millions de demandes par les gens qui étaient les auteurs, géreurs, exploitants de toutes ces régies mal gérées. Donc, il fallait faire un tri et dégager ce qu'on appelle des priorités. Mais si on a créé un SMO et qu'on a fusionné, on ne peut pas aujourd'hui aller demander à l'État de financer. Donc, il faut tout mettre ensemble dans le panier ou dégager des priorités. Mais je tiens à apporter une information à l'opinion qui est extrêmement grave, extrêmement importante, parce qu'on était plus préoccupé des effets induits directs de nos problèmes sociaux. Mais concernant l'eau, il faut savoir que mardi, l'AMF, l'autorisation des marchés financiers qui régule tous les marchés boursiers de la République,
a donné l'accord à la fusion Veolia-Suez. C'est une OPA. Veolia a lancé son OPA et a acheté 60% de Suez avec la fin de la liquidation doit être faite pour le 18 janvier au plus tard. Donc, c'est acquis. Veolia reprend Suez et donc Veolia ne pourra intervenir en Guadeloupe parce que l'une des conditions de l'AMF est qu'une société différente pour maintenir les lois de la concurrence exploite au lieu aux places de Veolia le marché français. Oui. Et il s'agit d'une société qui s'appelle Meridiam, qui est dirigée par un ingénieur des ponts martiniquais qui a une grosse pointure, qui s'appelle Thierry Déo, qui est vraiment ce qu'on appelle un gros gaz dans les fonds. C'est un ancien de la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est-à-dire que les filiales locales qui ont en charge l'eau, parce qu'on oublie que dans la mise à disposition transférée au 1er septembre, l'eau brute et l'eau agricole ne sont pas incluses dans ce transfert. Est-ce que nous pouvons concevoir l'eau et l'assainissement de la Guadeloupe sans l'eau brute et sans l'eau agricole? Donc je suis de ceux qui, depuis tantôt, se battent pour qu'on mette tout ensemble dans le même panier, sans quoi nous n'allons pas y arriver, sous réserve bien sûr que nous ayons des gens compétents dans toutes les commissions, dans les SMO, à tous les niveaux, techniques, administratifs, financiers. Et c'est comme ça que nous allons y arriver, en ayant de bonnes équipes, sans état d'âme. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde est en train de se gargariser. Ce n'est qu'une PME qui aura au maximum 300 employés. C'est tout, une PME, 300 employés. Il y a des entreprises à la Guadeloupe qui possèdent plus de 300 employés. Soyons sérieux. Tout à fait. Ouais. Bien, un petit dernier mot quand même. J'entends des gens dire que la nouvelle structure a du mal à exercer toutes ses fonctions. Bien, c'est un problème de vouloir, c'est un problème de courage, c'est un problème de détermination. Oui. Si nous réussissons, en cette fête de fin d'année, à mettre tous les problèmes sur la table, à les attaquer avec détermination, mais avec des gens compétents, réellement compétents, des gens sans état d'âme, des gens qui ne sont pas là pour faire du recasement, reclassement, des gens qui ont le sens de la mission de service public du SPEA. Le SPEA, c'est le service public de l'eau et de l'assainissement. Je crois que nous allons y arriver. Et à ce moment-là, l'État, qu'elle verra que le prérequis est satisfait sur le niveau de la qualité de l'équipe de direction générale qui a pour mission d'élaborer une nouvelle politique. Et c'est cette nouvelle politique qui servira de fondation, qui va sous-tendre le budget qui sera mis en place. À ce moment-là, l'argent, comme par hasard, sera débloqué. Il est déjà là. Aucun agent comptable ne paiera aucune somme si les prérequis, les conditions pour l'accessibilité au montant ne sont pas réunis. C'est dit. Voilà, 13h45. Je crois que Francette est déjà en ligne. Oui. Francette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse aussi. Alors, Francette, il y a une petite enquête qui est faite sur les très petites entreprises et finalement, elles ne bénéficient pas, comme on le pensait, toutes les aides qui ont été établies, c'est ça? Effectivement, il y a une... Oh, j'ai un retour là, c'est désagréable. On va le baisser, voilà. Voilà. Vas-y. C'est bon? Oui, ça va? Voilà, c'est mieux, effectivement. Il y a une enquête qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Elle est sortie fin novembre. Oui. Et bouf, comme par hasard, on n'en parle pratiquement pas. Or, je considère que c'est une enquête que tous les dirigeants de la France et d'outre-mer devraient avoir en mémoire pour pouvoir se projeter. Je suis un peu essoufflée, parce que je me suis un peu courue, devrait avoir en mémoire pour arriver à bâtir une politique digne de ce nom pour les très petites entreprises. Oui. Alors, c'est effectivement le CSA, c'est une institut de sondage qu'on connaît très bien et qui est très sérieuse, qui a fait pour les très petites entreprises, donc le syndicat des indépendants, une enquête par rapport au plan France Relance. C'est-à-dire où l'État est tout le temps en train de dire, monsieur le maire, que beaucoup d'argent a été mis et que tout va bien, que la relance est là, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, par exemple, que le plan de relance
depuis 80% des petites entreprises. Et il faut savoir que 96% des entreprises de France sont des TPE. Ce n'est pas simplement l'outre-mer, c'est toute la France. Donc 96% de ces entreprises qui sont des TPE, eh bien 80% d'entre elles ne ressentent aucun effet du plan de relance. Ouais. Nos élus et même les entreprises de l'outre-mer le disent depuis longtemps, mais on fait comme si on n'entend pas. C'est un discours en disant maintenant c'est parce qu'on ne sait pas monter les dossiers, etc. Et ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que du coup, ils ont détaillé tout le plan de relance et montré de manière très concrète pourquoi ça ne marche pas. Par exemple, l'aide pour pouvoir refaire les installations de production, l'aide à la production. Il faut que l'entreprise ait un chiffre d'affaires d'au moins de 500 000 euros. Vous connaissez beaucoup de TPE qui font industriels, donc qui sont forcément des petits, qui font 500 000 euros. La plupart sont en dessous de cette barre. C'est clair. Donc, très peu de petites entreprises ont pu bénéficier de cette aide qui aurait permis de les moderniser. Ouais. Encore un autre effet. On annonce que oui, l'apprentissage, c'est la feuille d'oméga pour l'emploi des jeunes. Or, quand on regarde aujourd'hui, 3 contrats d'apprentissage sur 4 sont signés par des petites entreprises, des entreprises de moins de 250 salariés. Le projet Un jeune, une solution, quand on regarde, c'est pour les grandes entreprises. Parce qu'en fait, il y a déjà des dispositifs qui donnent une aide aussi substantielle de 5 000 euros pour aider les très petites entreprises. Et en fait, c'est parce que les grandes entreprises ne signent pratiquement pas de contrat d'apprentissage. Et là, on leur a mis un outil pour elles, pour leur permettre de pouvoir prendre des jeunes. C'est très bien. Mais moi, ce qui est intéressant dans cette enquête, et puis il y a encore d'autres éléments, comme par exemple tout ce qui concerne les PGE, les prêts garantis État. Oui. J'ai fait plusieurs articles, plusieurs chroniques pour expliquer que chez nous, c'est 3-4% des entreprises locales seulement qui ont eu accès à ça, des TPE. C'est petit. Il n'y a pas que 1000 entreprises en Martinique, etc. Au niveau national, donc pour les très petites entreprises, ce n'est que 12%. Donc ce qui veut dire que même au niveau national, les petites entreprises n'ont pas eu accès au PGE ou très peu. Et pour des montants en moyenne 85 000 euros, c'est pas avec ça que vous passez l'année. C'est clair. Et donc c'est bien pour ça que moi j'ai trouvé que cette enquête donne un éclairage très, très concret de ce qui est ressenti par le tissu économique le plus important de la France et donc de l'outre-mer, que les mesures n'ont pas été taillées pour les petites entreprises. Mais, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ben maintenant qu'il y a des élections qui se profilent, quel est le positionnement des entreprises? Est-ce qu'enfin la France va se regarder comme elle l'est, c'est-à-dire une nation avec une majorité de petites entreprises, et qu'est-ce qu'elle fait pour permettre à ce tissu économique qui souffre de se dynamiser véritablement? Et ce ne sont pas que les 40 grosses entreprises françaises, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment cette enquête. J'invite le plus grand nombre à la connaître et à la faire connaître aux élus si ils n'ont pas trouvé, parce que franchement, ça éclaire énormément, c'est fait de manière très sérieuse, et ça peut permettre d'enfin prendre en compte la véritable réalité. Et puis autre chose aussi que montre c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter. Les éléments de langage sont des fois, il y a une petite perversité comme ça. Par exemple, vous avez très souvent entendu M. Bruno Le Maire dire il n'y a pas tant de faillites que ça, le mur de faillite qui était attendu ne s'est pas produit, etc. Effectivement, mais sauf que lui, il ne suit qu'un seul indicateur, qui est l'indicateur des faillites, qui est effectivement, seulement, il ne regarde pas l'indicateur des sociétés radiées avant toute procédure collective. Et là, elles ont bondi de 30%. 312 000 entreprises exactement sont déjà passées dans les tribunaux de commerce pour être radiées sans discussion. Et il y en a énormément aux Antilles. Et cette enquête montre que parmi les sondés,
ils ont estimé qu'il y a plus de 880 000 entreprises comme ça qui risquent de disparaître. Ce qui veut dire qu'on est devant ce mur de faillite qui, effectivement, ne s'est pas produit, il est devant nous. Et comment réagir à ça? Parce que ce sont des commerces de proximité, ce sont des gens que nous connaissons qui risquent de retrouver sans activité. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est en ça que je dis, à un moment, on fait de la communication, donc les 6% de progression du PIB, etc., la plupart des entreprises françaises ne le voient pas. Et nous non plus, nous ne le voyons pas. Donc, est-ce qu'on continue à faire de la communication ou est-ce qu'on regarde des problématiques réellement pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour éviter que, avec les tissus économiques, ne deviennent que complètement atones, quoi. Voilà. Merci Francette. Juste un petit mot. Vous serez à Jour à Tradition, semble-t-il, dimanche? Oui, je serai à Jour à Tradition. Donc, tous ceux qui veulent me rencontrer, venez me voir. Ça va avec beaucoup de plaisir. D'accord. On prend Et rendez-vous. nous allons poursuivre comme ça les discussions parce qu'effectivement, il faut que chacun se remette à imaginer des choses. Ça ne peut pas sortir que de la tête des dirigeants, mais il faut bien comprendre le jeu. Et là, je trouve que d'un côté, il y a cette non prise en compte de la réalité des plus humbles, et puis de l'autre côté, l'État a un agenda. Donc il faut le connaître. Et là, par exemple, est-ce que vous savez que l'armée de l'air a changé de nom depuis le 8 décembre? Ça s'appelle maintenant, de cette année. Ça s'appelle l'armée de l'air et de l'espace. Et de l'espace, oui. Tout à Ce fait. qui veut dire que la France a un agenda, a une stratégie de l'espace. La porte de l'espace de l'Europe est en Guyane. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se faire par rapport à cette stratégie et qui peuvent nous concerner dans tout l'outre-mer des Amériques. Donc, c'est pour ça que vraiment, il faut surtout quand on entend le président dire lors de cette interview, non, tout va bien, j'ai pratiquement tout bien fait, etc., etc. Non, il y a quand même, ils sont ils ont une stratégie de transformation, mais ils ont aussi, dans leur stratégie de transformation, ils ont mis un mix, c'est-à-dire inconnu, c'est-à-dire un certain nombre de personnes et d'organisations qui se retrouvent sur le carreau. Et je considère qu'on peut éviter ça. Voilà. Merci Francette, 13h54. On va à la journée de détente des aînés de Port-Louis et on retrouve tout de suite après notre ami Iman pour la danse avec Iman. Il est 13h54, on y va. Eh bien, cette journée d'aujourd'hui, c'est une solidarité entre une association, qui est l'association des aînés, qui est présidée par Madame Blément, et un partenariat avec le CCAS de Port-Louis, avec laquelle cette présidente d'association a voulu permettre aux aînés de Port-Louis de passer un moment de bien vivre et un moment de partage, un moment de rencontre et un moment basé aussi sur comment, avec l'activité physique, bien vieillir. C'est une offre qu'elle nous a faite, que la commune Port-Louis en est gratifiante et on a organisé cette journée avec des personnes âgées ou des personnes qui sont en phase de repli chez elles pour venir passer ce moment de solidarité et un moment de partage en même temps dans l'esprit de Noël et en même temps dans un lien social que nous venons construire ou en tout cas reconstruire. Ça nous enferme un petit peu du stress du Covid. Et entre personnes âgées, personnes qui ont un certain âge, ça distrait un peu la cervelle pour qu'on puisse passer une très bonne journée. C'est la première fois que nous y participons avec cette équipe. Mais je suis avec la Oseraie, je suis toujours à la Oseraie, ça se passe bien. Alors pour les aînés de la ville de Port-Louis, aujourd'hui nous avons prévu une journée détente. Donc la journée détente, elle a commencé avec les activités physiques adaptées, donc qui se déroulent encore. Par la suite, nous allons partager un repas offert par l'association Solidarité aux aînés. Nous allons poursuivre avec des activités cognitives, donc des activités de mémoire autour de la culture guadeloupéenne. Et après, nous allons partager un goûter pour terminer par la distribution de colis alimentaires. Donc, nous avons tenu à justement distribuer ces colis alimentaires aux personnes âgées
dans le cadre d'une collaboration avec France Relance. Voilà, il est exactement 13h57. Visiblement, Iman est prise dans les embouteillages et on va devoir en terminer. Alors, je rappelle qu'on a reçu en début du journal Lydie Adeline, parce qu'il y a une journée hommage à Man Adeline, que tout le monde connaissait en Guadeloupe dans les années 60. Elle était en direct avec nous, Lydie Adeline, et aussi Patrick Nérini. Et dimanche, pas demain, dimanche, donc messe, hommage, musique avec Atika, qui se feront, journée de l'Indien aussi. Après Tapit. Kelly Sandy Sky était pour sa première chronique S2M. On a vu un petit peu les bons plans qu'elle nous a présentés. Jacques Davila, bien sûr, la chronique de l'eau en toute sauce. Et puis Isabelle Faye, chronique d'Isabelle comme chaque vendredi. C'est quoi cette affaire? Cette affaire, c'est le 5 août, la loi du 5 août. Elle a encore montré les insuffisances dans l'application de cette loi. Et ça aussi, c'était important. Et puis, on a terminé avec Francette Florimont, chronique Amazon Caraïbes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann. Et nous, on se retrouve à partir de lundi pour une nouvelle saison, une nouvelle série de ZCL en direct de Canal 10, de C10 FM et de RHT. Voilà, si vous avez tout raté, le replay, c'est sur le site internet de Canal 10, mais aussi sur le Facebook du ZCL et de Canal 10. Voilà, bon week-end à vous tous.